surrender by the German High Command, the people of Prague emerge in full revolt against the German garrison. Prague streets become... Février 1945. L'armée soviétique était déjà sur les rives de l'Oder, à moins de 100 km de la capitale du Reich. La grande offensive de la Vistule à l'Oder, lancée en janvier, avait anéanti les défenses allemandes en Pologne en quelques semaines. La ligne, qui pendant des années avait été présentée comme un mur infranchissable, s'était transformée en une carte d'unité dispersée, sans carburant et avec des commandements débordés. À l'est, les troupes de Joukov et Konev avançaient avec une supériorité numérique et matérielle écrasante. Derrière elles restaient des villes comme Varsovie et Cracovie, libérées après des années d'occupation. Étaient également exposées les horreurs des camps de concentration abandonnés à la hâte par les SS. À la fin janvier, le camp d'Auschwitz fut découvert par l'armée rouge, avec des entrepôts remplis des biens des victimes et quelques milliers de survivants dans des conditions extrêmes. Pour les élites nazies, cette combinaison de défaites militaires et de révélation du crime massif avait une conséquence claire. Le conflit ne pouvait plus être gagné. La question était désormais de savoir combien de temps il était possible de retarder l'inévitable et dans quelles conditions la défaite se produirait. Dans la propagande interne, cependant, on continuait à parler de retournement de fortune et d'armes miraculeuses. Le fossé entre la réalité du front et le discours officiel s'était ouvert comme jamais auparavant. Alors que les colonnes de réfugiés et de soldats vaincus remplissaient les routes de l'Est, les principales puissances alliées se réunissaient en Crimée. À Yalta, Joseph Staline, Franklin D. Roosevelt et Winston Churchill discutèrent non seulement de la manière de terminer la campagne contre l'Allemagne, mais aussi de la façon d'organiser la carte de l'Europe après la reddition. Il fut confirmé que la seule issue acceptable serait la capitulation inconditionnelle. Il fut convenu de diviser l'Allemagne en zones d'occupation et de la soumettre à un contrôle conjoint. On parla également de réparation, de frontières et de la nécessité de juger les responsables des crimes du régime. Les puissances alliées ne discutaient plus de savoir si l'Allemagne tomberait, mais comment gérer sa chute. À l'intérieur du Reich, la situation était différente. À Berlin, Adolf Hitler recevait des rapports de plus en plus alarmants, mais continuait à donner des ordres comme s'il était encore possible de lancer des contre-offensives décisives. La défaite de l'offensive des Ardennes sur le front occidental avait consommé des réserves qui ne pouvaient plus être remplacées. Les pertes humaines de 1944 avaient vidé les divisions. La chute des champs pétrolifères roumains et les bombardements alliés sur les usines de carburant synthétique avaient épuisé les stocks d'essence et de kérosène. Les planificateurs du haut commandement savaient que de nombreuses unités n'existaient que sur le papier. Il manquait des chars, des camions, de l'artillerie lourde, et surtout, il manquait des soldats expérimentés. Les officiers recevèrent l'ordre de tenir de longues lignes avec des restes de compagnies et de bataillons mélangés composés de convalescents, de personnel de service et de recrues formés à la hâte. Les communications devenaient de plus en plus chaotiques. De nombreux ordres arrivaient en retard ou tout simplement ne pouvaient pas être exécutés. Face à cette réalité, le régime renforça l'un de ses derniers espoirs, le Volkssturm. Cette milice populaire, créée quelques mois plus tôt, mobilisait des hommes âgés de 16 à 60 ans qui n'étaient pas dans l'armée régulière. Des enseignants, employés, ouvriers, vétérans de la Première Guerre mondiale et élèves du secondaire recevaient des brassards, de vieux fusils et quelques armes anti-chars. En théorie, ils devaient contenir l'avancée ennemie dans les villages et les villes. En pratique, beaucoup de ces unités manquaient de formation, de radio et de commandants expérimentés. La propagande présentait le Volkssturm comme une expression de la volonté nationale. Des affiches et des émissions radio parlaient du dernier soulèvement du peuple pour défendre la patrie. Joseph Goebbels remplissait ses discours d'appel au sacrifice total et d'images de destruction causées par l'ennemi pour susciter la peur de la reddition. Mais dans de nombreuses familles, le slogan officiel se heurtait à la panique face à l'arrivée de la guerre jusqu'au pas de leur porte. Pendant ce temps, à l'ouest, les forces américaines, britanniques et canadiennes approchaient du Rhin. Les villes rhénanes subissaient des bombardements presque quotidiens. Dans la Ruhr, cœur industriel de l'Allemagne, les usines fonctionnaient encore, bien que confrontées à des coupures d'électricité, à une pénurie de matières premières et à une main-d'œuvre épuisée, et de plus en plus composée de prisonniers et de travailleurs forcés.
La priorité des autorités locales n'était plus de maintenir la production, mais de survivre aux attaques aériennes et de maintenir un minimum d'ordre parmi les civils démoralisés. La Luftwaffe pouvait à peine répondre. Les bombardiers alliés traversaient le ciel avec une opposition limitée de chasseurs allemands pilotés par des pilotes peu entraînés et avec du carburant rationné. De nombreux appareils restaient au sol, faute de pièces de rechange. La domination alliée dans les airs faisait de chaque transport ferroviaire un risque accru. Les convois de munitions, de nourriture ou de réfugiés étaient attaqués en route, ce qui multipliait la sensation d'effondrement logistique. Le front oriental s'effondre. Prusse orientale, Poméranie et Silésie. Dans les provinces orientales du Reich, la carte a commencé à se désagréger à une vitesse que peu avaient prévue. La Prusse orientale, qui pendant des décennies avait été présentée comme un bastion militaire et un cœur symbolique, est devenue un entonnoir pour les troupes en retraite et les civils désespérés. Depuis janvier, des plans d'évacuation par mer et par terre avaient été mis en place. En pratique, ces plans se sont mêlés à un exode massif et chaotique vers l'ouest, avec des millions de personnes en mouvement au milieu de l'hiver. Le régime avait tardé à autoriser le départ de la population. En Prusse orientale, le puissant Gauleiter Erich Koch avait interdit pendant des semaines toute évacuation civile. Quiconque essayait de fuir sans permission pouvait être accusé de défaitisme. Lorsque la gravité de la situation a finalement été reconnue, il était déjà trop tard. Les routes étaient saturées, les chemins de fer désorganisés et de nombreuses localités se sont retrouvées sous le feu soviétique avec une grande partie de leurs habitants encore à la maison. L'offensive soviétique en Prusse orientale a encerclé Königsberg à la fin janvier. Des dizaines de milliers de soldats et de civils sont restés piégés dans une ville déclarée forteresse. Les autorités locales tentaient de maintenir la discipline et de promettre des renforts. En réalité, le siège se resserrait chaque jour. Le dernier corridor d'évasion était la bande de terre reliant la région au port de Pillau, transformée en route de survie par laquelle avançaient des colonnes de chars, traîneaux, chevaux et piétons vers les quais. De là, une gigantesque opération d'évacuation maritime en mer Baltique a été organisée. Des navires de guerre, des transports réquisitionnés, des transatlantiques reconvertis et toutes sortes de bateaux ont commencé à circuler entre la Prusse orientale et des ports plus sûrs en Allemagne et au Danemark. L'opération a reçu le nom de Code Hannibal. Pendant 15 semaines, elle a transporté vers l'ouest des centaines de milliers de soldats et près d'1 million de civils, dans l'un des plus grands mouvements maritimes de toute la guerre. Au milieu de cette retraite, la mer est également devenue le théâtre de catastrophes. Le 30 janvier, le navire Wilhelm Gustloff, chargé principalement de réfugiés, de personnel de la Kriegsmarine et de blessés, a été torpillé par un sous-marin soviétique et a coulé en moins d'1 heure. Des milliers de personnes sont mortes, un chiffre qui dépasse largement toute autre catastrophe navale de la guerre. La nouvelle s'est répandue dans les ports et sur les routes d'évacuation, renforçant la sensation que même la mer n'offrait pas de sécurité. Pendant ce temps, plus au sud, la Silésie vivait sa propre version de l'effondrement. L'avancée soviétique a poussé les autorités à déclarer plusieurs villes comme forteresses. Breslau était l'une des plus importantes. Le 13 février, elle a été officiellement encerclée. Un siège a commencé qui allait durer jusqu'au dernier jour de la guerre en Europe. À l'intérieur de la ville, la garnison et les unités du Volkssturm ont reçu l'ordre de résister sans penser à la capitulation, malgré le manque de nourriture, de médicaments et de carburant. Dans les environs, la population civile essayait de fuir avant que le front ne se referme. Des familles entières, souvent composées uniquement de femmes, de personnes âgées et d'enfants, transportaient des valises, des chariots improvisés et quelques animaux. Les routes vers l'ouest étaient saturées par des colonnes se déplaçant lentement sous des températures inférieures à 0 et des attaques aériennes fréquentes. La peur d'être piégé dans une ville assiégée ou de subir des représailles des troupes avancées pesait autant que la peur des bombes. La Poméranie, au nord, a connu un processus similaire. Les forces soviétiques ont lancé une offensive spécifique pour nettoyer la région et protéger leurs flancs avant de se diriger vers Berlin. L'opération a transformé les villages côtiers, les forêts et les petits ports en scènes de combats fragmentés. Des unités allemandes brisées tentaient de se frayer un chemin vers les points d'embarquement. Dans de nombreuses localités, le Volkssturm a été poussé en première ligne avec des résultats prévisibles face à des troupes vétéranes soutenues par des chars et de l'artillerie.
Dans les villages de Prusse orientale et de Poméranie, l'arrivée de la guerre dans les rues a changé la vie en quelques heures. Ceux qui n'ont pas pu fuir se sont retrouvés soudainement au milieu de duels d'artillerie, d'incendies et de pillages. Le régime avait insisté pendant des années sur la nécessité de résister jusqu'à la fin. Maintenant, ces messages entraient en conflit avec des scènes où des officiers subalternes décidaient de se rendre pour éviter la destruction totale, tandis que d'autres continuaient à exiger un combat maison par maison. La discipline commençait à se briser. Le haut commandement a essayé de donner une apparence de contrôle en créant de nouvelles structures sur la carte. Le groupe d'armée Vistule devait stopper les soviétiques sur la ligne de l'Oder et conserver l'accès aux principaux ports de la Baltique. En pratique, il disposait de divisions incomplètes, de commandements récemment nommés et d'une infrastructure ferroviaire constamment attaquée. Les noms des unités étaient conservés, mais les régiments avaient perdu une grande partie de leurs vétérans et fonctionnaient avec des recrues hâtives et les restes d'autres formations. Pendant ces semaines, les nouvelles venant de l'Est ont également commencé à peser sur d'autres régions du Reich. Les récits de réfugiés sur les combats, les pillages et les viols se diffusaient rapidement. Pour de nombreux Allemands de l'Ouest et du Centre, le message était clair. Si la guerre continuait, ce destin atteindrait tôt ou tard leur propre ville. Le contraste entre la propagande officielle et le flux constant de familles déplacées devenait de plus en plus évident. L'effondrement à l'Ouest, le Rhin, la Ruhr et le cœur industriel de l'Allemagne. À l'Ouest, la carte commençait également à pencher de manière irréversible. À la fin février 1945, les armées alliées avaient atteint le Rhin sur presque toute sa longueur, de la Suisse jusqu'à la frontière avec les Pays-Bas. Les défenses allemandes sur la ligne Siegfried cédaient les unes après les autres. L'offensive des Ardennes, qui devait stopper et diviser les Alliés, avait consommé les dernières réserves mobiles sans atteindre cet objectif. Le résultat était un front étiré, plein de trous, soutenu par des unités épuisées et presque sans réserve derrière. Les grandes villes sur la rive occidentale du Rhin étaient déjà des ruines fumantes. Des bombardements systématiques avaient frappé Cologne, Düsseldorf, Krefeld et bien d'autres. Les ponts sur le fleuve étaient considérés comme des points vitaux. L'ordre était clair. Si l'ennemi s'approchait, il fallait les faire sauter. Le commandement allemand comptait sur le Rhin comme barrière naturelle. Cet espoir s'effondra le 7 mars 1945 à un endroit peu connu en dehors du milieu militaire, Remagen. Là, des unités de la 9e division blindée américaine atteignirent le pont ferroviaire Ludendorff et le trouvèrent encore debout. Les Allemands avaient placé des charges explosives, mais l'explosion fut partielle. Le pont fut endommagé, mais restait utilisable. Les Américains réagirent rapidement. Ils firent passer l'infanterie et les blindés, renforcèrent la tête de pont et commencèrent à l'étendre de l'autre côté du fleuve. En quelques heures, le Rhin cessa d'être une ligne intouchable. Pour le haut commandement allemand, ce fut un énorme choc psychologique. La propagande présentait depuis des mois le Rhin comme une frontière infranchissable. Désormais, des photos de troupes américaines traversant la rive orientale circulaient parmi les commandements alliés et n'allaient pas tarder à atteindre la presse internationale. Hitler ordonna que le pont soit détruit à tout prix. On utilisa de l'artillerie lourde, des bombardiers, des armes spéciales et même des missiles V2 lancés pour la première fois contre un objectif tactique en territoire allemand. Aucun de ces efforts ne réussit à arrêter le flux des troupes. Le pont finirait par s'effondrer le 17 mars, mais à ce moment-là, l'armée américaine avait déjà construit des ponts provisoires et des dizaines de milliers de soldats avaient traversé. Pendant ce temps, plus au nord et au sud, les Britanniques, Canadiens et Américains préparaient des traversées du Rhin en plusieurs points. La prise de Remagen avait avancé les plans alliés d'environ 3 semaines, mais ne les avait pas remplacés. Dans la seconde moitié de mars, des opérations soigneusement planifiées permirent des traversées massives avec des barges, des ponts flottants et des parachutages. À la fin du mois, plusieurs grandes têtes de ponts alliés existaient sur la rive orientale. Le bouclier fluvial était brisé. Derrière le Rhin se trouvait le cœur industriel du Reich, la Ruhr. Là se trouvaient les aciéries, les mines de charbon et de nombreuses usines d'armement lourd. Sans la Ruhr, la guerre ne pouvait plus se soutenir, même sur le papier. Le commandement allemand le savait et y concentra ce qui restait du groupe d'armée B, sous Walter Model. Les ordres étaient de résister, de maintenir les villes et de freiner l'avancée ennemie autant que possible.
En pratique, les forces disponibles ne suffisaient pas à couvrir toutes les directions de menace. La supériorité aérienne alliée conditionnait chaque décision tactique. Des colonnes de véhicules tentant de se repositionner étaient attaquées par des chasseurs bombardiers. Les nœuds ferroviaires étaient mis hors service à plusieurs reprises. Les usines fonctionnaient, quand elles le pouvaient, entre coupures d'électricité et pénurie de matières premières. Dans de nombreuses usines d'armement, on travaillait davantage pour évacuer les machines et documents sensibles que pour compléter des commandes qui n'arriveraient jamais au front. L'impact sur la population civile était direct. Le 13 février, peu avant la traversée du Rhin, la ville de Dresde fut attaquée lors d'une grande opération conjointe de la RAF et de la USAAF. En plusieurs vagues, environ 1300 bombardiers larguèrent plus de 3900 tonnes d'explosifs et de bombes incendiaires. Un incendie massif se déclencha, ravageant le centre-ville et causant la mort de dizaines de milliers de personnes. Dresde ne faisait pas partie de la Ruhr, mais le message était clair. Aucune grande ville allemande n'était à l'abri. La destruction de quartiers entiers et les images de mers de ruines circulaient parmi les réfugiés, les soldats en permission et les survivants évacués vers l'intérieur. Chaque nouveau bombardement renforçait l'impression que la structure du Reich s'effondrait de l'intérieur, même dans les zones où le front terrestre n'était pas encore arrivé. Dans la Ruhr, la grande manœuvre alliée commença fin mars. Depuis le sud, des troupes américaines ayant traversé à Remagen et d'autres points avancèrent vers le nord. Depuis le nord, des forces britanniques et canadiennes traversèrent le Rhin et commencèrent à descendre vers le sud. L'objectif était simple et dévastateur. Encercler le groupe d'armée B dans une grande poche et le détruire là. Au fur et à mesure que les avancées convergeaient, des villes comme Essen, Dortmund ou Duisbourg se retrouvaient piégées à l'intérieur du siège. Le combat à l'intérieur de la Ruhr fut dur, mais inégal. Les Alliés disposaient d'une supériorité écrasante en artillerie, aviation et logistique. Les unités allemandes combattaient dans des secteurs isolés, sans coordination efficace. Un village pouvait se défendre rue par rue. Un autre tout aussi exposé était abandonné presque sans combat lorsque les commandements locaux jugeaient absurde de se sacrifier pour retarder de quelques heures l'inévitable. La chaîne de commandement commençait à se fragmenter en décisions purement locales, guidées par la survie immédiate. Pour de nombreux civils de l'Ouest, l'avancée alliée apportait un mélange de peur et de soulagement. La peur concernait les bombardements et les combats autour des villes. Le soulagement venait de la possibilité que l'occupation par les troupes américaines ou britanniques mette fin à la guerre quotidienne. Les colonnes de réfugiés de l'Est, avec leurs récits sur la violence dans la zone d'avance soviétique, renforçaient cette perception. Là où c'était possible, les soldats et les autorités locales tentaient de se rendre aux alliés occidentaux avant que le front soviétique n'atteigne davantage l'intérieur. Dans les sphères supérieures du commandement allemand, la situation à l'Ouest posait un dilemme qui deviendrait central dans les dernières semaines. Continuer le combat signifiait permettre la destruction systématique des villes, l'encerclement et la capture massive de corps entiers, et la prolongation des souffrances civiles. L'arrêté heurtait de front les ordres de Hitler, qui exigeait une résistance absolue et punissait de trahison toute tentative de négociation. Entre ces deux pôles, certains commandements commencèrent à agir de leur propre initiative, retardant l'exécution des ordres, ralentissant les destructions et cherchant des contacts discrets avec les Alliés. Début avril, la poche de la Ruhr fut fermée. À l'intérieur se trouvaient des centaines de milliers de soldats allemands et des millions de civils. Le cœur industriel du Reich était perdu en termes pratiques, bien que les combats continuèrent encore quelques jours. Parallèlement, à l'est du Rhin, les avancées alliées s'étendaient vers le centre de l'Allemagne, se rapprochant de l'Elbe, tandis que d'autres colonnes se dirigèrent vers le sud, en direction de la Bavière. Sur la carte stratégique, l'Ouest n'offrait plus aucune issue. Hitler dans le bunker, des décisions irréalistes pour une guerre perdue. Depuis la mi-janvier 1945, le centre de commandement du régime s'était littéralement enfoncé sous terre. Adolf Hitler s'était installé de façon permanente dans le complexe de bunkers sous la chancellerie du Reich à Berlin. L'entourait son entourage immédiat, des secrétaires, des officiers, du personnel médical et de sécurité. L'endroit comptait près de 30 pièces sur 2 niveaux, avec des salles de cartes, des chambres, une cuisine, un central téléphonique et ses propres générateurs.
L'humidité était constante, l'air lourd et les vibrations des bombardements se faisaient sentir quotidiennement. Pendant les premières semaines, Hitler montait encore à la chancellerie pour certaines réunions. Il recevait des généraux dans son vaste bureau, écoutait les rapports et redescendait ensuite au refuge pour passer la nuit. À mesure que la pression militaire augmentait, il sortait de moins en moins. Il finit par se confiner presque complètement au niveau le plus profond du bunker. Là, il tenait des réunions de situation qui se prolongeaient jusqu'au petit matin, tandis que les cartes sur la table montraient un front qui rétrécissait jour après jour. Dans cet espace clos, une déconnexion progressive s'installa entre la guerre réelle et la guerre imaginée sur les cartes. Les rapports des unités au front arrivaient en retard ou étaient incomplets. Hitler réagissait par des ordres impliquant des divisions inexistantes, des contre-attaques impossibles ou des mouvements de troupes déjà anéantis ou en retraite vers l'ouest pour se rendre aux Alliés. Les généraux présents essayaient d'expliquer la situation. Ils recevaient souvent un mélange de reproches, de cris et d'accusations de lâcheté. Fin février et en mars, les tensions avec le haut commandement atteignirent leur paroxysme. Heinz Guderian, l'un des derniers commandants prestigieux des premières années de la guerre, insistait sur la nécessité de retraites ordonnées, de concentrer les forces et d'abandonner l'idée de résister partout. Ces propositions se heurtaient à l'obstination d'Hitler. Après une série de confrontations directes, Guderian fut destitué de son poste de chef d'état-major en mars et remplacé par Hans Krebs, plus docile politiquement et moins disposé à discuter les ordres. Parallèlement, Hitler donna un ordre reflétant son état mental. Le 19 mars, il signa le soi-disant « décret Néron ». Il ordonnait de détruire les infrastructures, usines, ponts et services essentiels à mesure que l'ennemi avançait, afin que rien d'utile ne tombe entre les mains des Alliés. Si appliqué strictement, cela aurait condamné la population allemande à une destruction encore plus grande. Le ministre de l'Armement, Albert Speer, comprit les conséquences et travailla délibérément pour saboter l'application du décret, convainquant les autorités locales de ne pas l'exécuter. Alors que la carte se refermait sur l'Allemagne, des manœuvres personnelles se multipliaient également dans le bunker. Heinrich Himmler, à la tête des SS, commença à explorer des contacts de paix à l'insu d'Hitler. En avril, il utilisa le président de la Croix-Rouge suédoise, Folke Bernadotte, pour transmettre aux alliés occidentaux des propositions de reddition partielle. Il cherchait à sauver sa position en négociant une capitulation face aux États-Unis et au Royaume-Uni tout en continuant à combattre l'Union soviétique. La nouvelle de ces démarches parvint finalement au bunker. Lorsque Hitler apprit que Himmler tentait de négocier pour son compte, il considéra cela comme une trahison directe. Il ordonna de le destituer de toutes ses fonctions et de l'arrêter, bien qu'en pratique il restât à peine de moyens pour exécuter ses décisions dans un appareil d'État qui s'effondrait. Il en fut de même pour Hermann Göring, qui depuis le sud de l'Allemagne envoya un message suggérant de prendre le pouvoir en raison de l'incapacité du Führer à gouverner. Hitler répondit en le révoquant de toutes ses fonctions et en lui retirant le titre de successeur. L'ambiance à l'intérieur du bunker devint encore plus fermée et paranoïaque. Joseph Goebbels arriva avec sa famille. Eva Braun se rendit de Munich pour accompagner Hitler et de nouveaux officiers, médecins et assistants s'installèrent. Au total, moins d'une centaine de personnes cohabitèrent dans le bunker au cours des dernières semaines, organisées en rotation pour la garde, la cuisine, les communications et l'assistance directe au cercle de commandement. L'isolement physique se mêlait à un isolement politique total. Beaucoup de ceux qui se trouvaient sous terre savaient que la défaite était définitive, mais restaient pris entre loyauté, peur et impossibilité de fuir une ville encerclée. Au fur et à mesure que le mois d'avril avançait, les réunions de situation devenaient de plus en plus irréalistes. Hitler insistait sur l'arrivée de forces de secours. Il comptait sur une contre-attaque depuis l'ouest du 12e armée de Walter Wenck et sur une percée depuis l'est des restes de la 9e armée. Il ordonnait des attaques d'un groupe Steiner qui n'avait plus la capacité réelle de se déplacer. Lorsque ses généraux lui indiquaient que ces unités n'existaient pas telles qu'elles apparaissaient sur les cartes, il réagissait par des explosions de colère ou des accusations de complot. La routine quotidienne montrait un mélange de normalité et d'effondrement. Les repas étaient servis à heure fixe, bien que les rations fussent réduites. Eva Braun essayait de maintenir une certaine apparence de vie privée par des projections de cinéma ou de légères conversations.
Les secrétaires travaillaient dans une petite salle de cartes, dactylographiant les derniers ordres et, de plus en plus, les testaments et dispositions futures dictés par Hitler. Dans les couloirs, le personnel commentait à voix basse les rumeurs sur la proximité du front, les nouvelles des villes perdues et les récits provenant d'autres fronts. Alors que le bunker sombrait dans ce mélange d'illusions et de désespoir, la réalité en surface prenait la forme d'artillerie, de blindés et d'unités soviétiques avançant vers la capitale. La guerre entre dans la maison, la bataille approche de Berlin. Le bruit de l'artillerie est arrivé à Berlin avant les premiers chars. À la mi-avril 1945, le front oriental n'était plus une ligne lointaine sur la carte. Les positions soviétiques se trouvaient de l'autre côté de l'Oder et de la Neisse, à quelques dizaines de kilomètres de la capitale. Le commandement soviétique avait préparé une offensive finale. Il avait un objectif clair, briser la dernière barrière défensive, détruire les forces qui protégeaient la ville et boucler l'encerclement du centre politique du Reich. Le dispositif allemand dans cette zone reposait sur un avantage du terrain. Les hauteurs de Seelow, une chaîne de collines douces dominant la plaine de l'Oder. Depuis là, on contrôlait les routes venant du fleuve vers l'intérieur du Brandebourg. C'était le point où l'armée rouge devait concentrer ses efforts si elle voulait avancer en ligne droite vers Berlin. La mission de défendre ce secteur était confiée à la 9e armée allemande avec de l'infanterie, les restes d'unités blindées et des positions d'artillerie bien préparées. À l'aube du 16 avril 1945, l'attaque commença. Une préparation massive d'artillerie frappa les défenses allemandes. Des projecteurs antiaériens furent utilisés pour éclairer le champ de bataille et aveugler les défenseurs. Derrière, progressèrent les premières vagues d'infanterie soviétique et les unités blindées. Le terrain, inondé et traversé par des tranchées et des obstacles, favorisait le défenseur. Les pertes furent très élevées dans les premières heures, mais la différence de moyens était énorme. Près d'1 million de soldats et des milliers de chars et pièces d'artillerie furent employés dans l'offensive sur les hauteurs et la zone de l'Oder. Pendant 3 jours, les combats à Seelow se déroulèrent à courte distance, avec des contre-attaques locales et des positions qui changeaient de main plusieurs fois. La 9e armée tenta de contenir les forces de Zhukov, tandis qu'au sud, d'autres formations soviétiques traversaient la Neisse en direction de Cottbus et du triangle industriel de Silésie. Chaque kilomètre gagné coûtait des centaines de pertes. À la fin du 19 avril, la 3e ligne défensive allemande céda. La plaine séparant les hauteurs des faubourgs de Berlin était ouverte. À ce moment-là, la capitale vivait déjà comme une ville en état de siège. Les autorités avaient organisé des secteurs de défense avec des points forts aux intersections des avenues, sur les places et dans les bâtiments en pierre. Des tranchées anti-chars furent creusées aux accès, des barricades disposées et des positions préparées au rez-de-chaussée et aux étages supérieurs. Le Volkssturm de Berlin fut armé de fusils anciens, d'armes automatiques capturées et de lance-roquettes portables. À leur côté, des adolescents de la jeunesse hitlérienne reçurent l'ordre de manœuvrer des armes anti-chars et de participer à la défense des angles et intersections stratégiques. La population civile oscillait entre résignation, peur et routine imposée. Beaucoup d'enfants et certaines femmes avaient été évacués des mois auparavant, mais des centaines de milliers de personnes restaient dans la ville. Certains se réfugiaient dans les stations de métro et les abris anti-aériens pendant les bombardements. D'autres tentaient de continuer à travailler dans les services essentiels, les hôpitaux et l'administration locale. Les trains longue distance fonctionnaient de manière irrégulière. Les derniers départs bondés vers l'ouest étaient remplis de fonctionnaires, de blessés et de familles pouvant encore trouver un billet ou une place dans un wagon de fret. Le siège moral se resserrait également depuis une autre direction. À partir de mars et avril, les nouvelles sur la libération des camps de concentration par les alliés occidentaux commencèrent à circuler. Au centre de l'Allemagne, les troupes américaines avançaient vers l'Elbe. Sur leur chemin, elles rencontrèrent des camps comme Buchenwald, Dora-Mittelbau et Dachau, avec des milliers de prisonniers au bord de la mort et des preuves directes de meurtres massifs. Les Britanniques, plus au nord, rencontrèrent Bergen-Belsen et ses tas de cadavres non enterrés. Au cours des mois précédents, les SS avaient évacué de nombreux camps situés en Pologne et à l'est de l'Allemagne. Ils forcèrent les prisonniers à marcher à pied vers l'intérieur du Reich. C'étaient les fameuses marches de la mort.
Des dizaines de milliers de personnes, épuisées, parcouraient des centaines de kilomètres en plein hiver sous la surveillance de gardes armés. Ceux qui ne pouvaient pas continuer tombaient dans le fossé. Les survivants étaient concentrés dans des camps du centre de l'Allemagne déjà saturés. Lorsque les troupes alliées arrivèrent à ces endroits en avril, elles trouvèrent des baraquements remplis, des épidémies et des entrepôts d'objets réquisitionnés. Elles organisèrent des hôpitaux de campagne et obligèrent les habitants des villages voisins à voir l'intérieur des camps. L'image offerte par ces scènes contrastait complètement avec le récit officiel qui, pendant des années, avait présenté les camps comme de simples centres de travail ou de rééducation. C'était une exposition brutale de ce que signifiait la politique du régime. À Berlin, ces faits se filtraient par des rumeurs, des émissions étrangères clandestines et des commentaires de soldats en permission. Le ministère de la Propagande répondait en accusant les ennemis de mentir et en justifiant les évacuations comme des mesures de sécurité. Mais pour tout observateur, la combinaison de la défaite militaire, de l'exode des réfugiés et des nouvelles sur les camps libérés dessinait une fin sans marge de manœuvre. La guerre ne menaçait plus seulement l'intégrité territoriale du pays, elle mettait à nu le cœur du système qui l'avait gouverné. La bataille de Berlin, combat rue par rue. Lorsque les avant-gardes soviétiques sont entrés dans les banlieues, la guerre a changé d'échelle. Ce n'était plus un front avec des lignes tracées sur la carte. C'est devenu une mosaïque de pâtés de maisons, de carrefours et de bâtiments isolés. Le 20 avril, jour de l'anniversaire d'Hitler, l'artillerie du premier front biélorusse a commencé à bombarder le centre de Berlin. Le feu ne s'est pas arrêté jusqu'à la reddition. La ville est devenue un champ de bataille continu. Les forces soviétiques avançaient selon plusieurs axes. Depuis l'Est et le Nord-Est, les unités qui avaient percé à Silo entraient dans les quartiers ouvriers. Depuis le Sud-Est et le Sud, les chars et l'infanterie se frayaient un chemin entre canaux, voies ferrées et zones industrielles. L'objectif était clair, enfermer le centre dans un anneau de plus en plus étroit, diviser les défenseurs et empêcher la formation de lignes cohérentes de résistance. La défense était assurée par un mélange de restes de divisions régulières, d'unités des SS, de la police, du Volkssturm et de bataillons de la jeunesse hitlérienne. Beaucoup de ces derniers étaient composés de garçons âgés de 15 à 17 ans, armés de fusils et de lance-roquettes portatifs. Ils étaient déployés à des carrefours stratégiques, à des nœuds de tramway et à côté de bâtiments publics. Les commandants leur promettaient que chaque char arrêté dans une rue gagnait des heures pour la ville. La réalité est que ces positions ne tenèrent pas longtemps face à l'artillerie directe et aux attaques coordonnées. Le combat rue par rue suivait un schéma dur et répétitif. D'abord, l'artillerie détruisait les façades. Ensuite, les chars avançaient dans les avenues en tirant sur les fenêtres, les portails et les sous-sols. Derrière eux, des groupes d'assaut entraient avec des fusils automatiques et des lance-grenades. S'ils rencontraient de la résistance dans un bâtiment, ils n'essayaient pas de le prendre étage par étage. Ils faisaient appel à de l'artillerie de campagne pour tirer à bout portant sur la façade ou utilisaient des lance-flammes. En quelques heures, de nombreux pâtés de maisons étaient réduits à des squelettes de briques. Les défenseurs improvisaient des tactiques pour compenser leur infériorité matérielle. Ils creusaient des passages entre des sous-sols contigus pour se déplacer sans s'exposer au feu direct. Ils utilisaient les connexions de métro et les tunnels de service comme voies de liaison. Ils plaçaient des pièces anti-chars dans des cours intérieures d'où ils pouvaient tirer sur les flancs des chars avançant dans la rue. À certains carrefours, ils enterraient des chars endommagés et les utilisaient comme nids fixes pour canons. C'étaient des solutions temporaires. Chaque position révélée par le feu était marquée et détruite par une concentration d'armes lourdes. Pour la population civile, la ville avait perdu toute structure reconnaissable. Les itinéraires habituels étaient coupés par des décombres, des cratères et des véhicules incendiés. L'eau courante ne fonctionnait pas dans de nombreux quartiers. L'électricité était interrompue pendant des heures ou disparaissait complètement. Quiconque sortait chercher de la nourriture ou de l'eau risquait de se retrouver pris entre deux feux ou d'être touché par des bombardements aléatoires. Dans certains endroits, des puits improvisés ont été creusés. Dans d'autres, on faisait bouillir de l'eau provenant de canaux ou d'étangs avec un risque de maladie. Les stations de métro se sont transformées en refuges surpeuplés. Des familles entières s'installaient sur les quais avec des couvertures, des matelas et quelques effets personnels. Les trains circulèrent de manière sporadique ou avaient cessé de fonctionner
Mais les tunnels offraient une protection relative contre l'artillerie et les bombes. Le manque de ventilation et l'accumulation de personnes causaient des problèmes de santé. La peur que les tunnels soient inondés ou bloqués par des effondrements ajoutait une couche supplémentaire d'angoisse. À la surface, le commandement soviétique tentait d'accélérer l'avancée vers les objectifs politiques. L'un d'eux était le quartier gouvernemental avec la chancellerie, le ministère de l'Air et d'autres bâtiments clés. L'autre était le Reichstag, symbole du pouvoir d'État. Les unités affectées à la prise du Reichstag ont dû se frayer un chemin à travers un labyrinthe de canaux, de parcs et de bâtiments administratifs. Chaque pont était défendu par des armes automatiques et des canons anti-aériens utilisés en fonction anti-chars. Les 29 et 30 avril, les combats autour du Reichstag ont atteint leur apogée. Les troupes soviétiques ont traversé le pont Moltke sous un feu concentré. Elles ont été obligées de nettoyer bâtiment par bâtiment dans les pâtés de maisons adjacents, y compris le ministère de l'Intérieur. Le manque initial d'artillerie de soutien sur la rive occidentale a retardé l'avancée. Lorsque les ingénieurs ont réussi à réparer suffisamment les ponts, des canons ont été déplacés et ont commencé à tirer directement sur les positions allemandes. Le bâtiment du Parlement, déjà endommagé par des années de guerre, est devenu une coquille remplie de poussière, de fumée et de tirs croisés. À l'intérieur du périmètre central, le nombre de combattants allemands diminuait. Beaucoup étaient morts, blessés ou capturés en petits groupes. Les autres se concentraient dans une zone de plus en plus réduite autour de la chancellerie et des bâtiments ministériels de Wilhelmstrasse. On estime qu'au cours de ces derniers jours, environ 10 000 soldats restaient dans le centre-ville, encerclés par des forces soviétiques attaquant depuis toutes les directions. La chaîne de commandement officielle fonctionnait pratiquement plus. Le général Helmut Weidling, responsable de la défense de la ville, maintenait un poste de commandement qui changeait d'emplacement pour éviter le feu direct. Il émettait des ordres pour réorganiser les lignes et effectuer des contre-attaques limitées. Mais entre sa table de cartes et les rues, les informations se fragmentaient. Des unités existant sur les documents avaient déjà été détruites ou dispersées. Certaines compagnies restaient en position jusqu'à épuisement des munitions, puis se dispersaient en petits groupes cherchant refuge ou tentant de briser l'encerclement. La population civile a commencé à prendre des décisions par elle-même. Les voisins d'un même immeuble s'accordaient sur des drapeaux blancs ou des draps accrochés aux fenêtres pour indiquer leur intention de se rendre. Dans certains cas, des groupes de femmes et de personnes âgées sortaient dans la rue pour demander aux défenseurs de quitter la zone et d'éviter plus de tirs. Ils n'avaient pas toujours du succès. Certains commandants continuaient à répéter les ordres de résistance. D'autres acceptaient de se retirer ou de laisser passer les soviétiques face à l'évidence qu'il n'y avait pas d'issue. Dans ces combats finaux, des scènes d'effondrement total sont apparues. Véhicules abandonnés, cadavres sur les trottoirs, chevaux morts utilisés comme source de viande. Les cuisines de campagne improvisées mélangeaient les rations militaires avec ce qui pouvait être réquisitionné dans les magasins ou les entrepôts. Dans certains pâtés de maison, la présence de snipers isolés prolongeait les tirs pendant des heures après le départ du gros des troupes. Chaque coin pouvait cacher un point de résistance ou une patrouille à la recherche de prisonniers. Les derniers jours dans le bunker, de l'illusion au suicide. Dans les derniers jours d'avril, le bunker a cessé d'être un centre de commandement et est devenu une salle d'attente vers la fin. Dehors, le périmètre défensif se rétrécissait chaque heure. À l'intérieur, les conversations tournaient autour de deux idées répétitives. Combien de temps la ville pouvait-elle encore tenir? Et de quelle manière allaient mourir ceux qui y étaient encore piégés? Le 28 avril, une nouvelle est arrivée, scellant des décisions. En Italie, Benito Mussolini et Clara Petacci avaient été capturés et exécutés par des partisans. Leurs corps ont été pendus tête en bas sur une place de Milan. Les images et les descriptions ont rapidement circulé parmi les personnes présentes dans le bunker. Pour Hitler, qui avait déjà écarté toute tentative de fuite vers le sud, cette fin confirmait ce qu'il voulait éviter. Finir entre les mains de l'ennemi signifiait non seulement la mort, mais aussi l'exposition publique du cadavre. Ce même jour et le suivant, les préparatifs ont été accélérés. Les SS ont commencé à détruire des documents personnels et des archives sensibles. Des doses de cyanure ont été sélectionnées pour le cercle le plus proche. Il a également été décidé de tester les capsules sur le chien de Hitler, Blondie. Un médecin de confiance a administré le poison à l'animal.
La mort rapide du chien a confirmé que les ampoules fonctionnaient. C'était une scène que de nombreux témoins ont rappelée comme le moment où l'idée du suicide a cessé d'être une possibilité lointaine pour devenir un plan concret. À l'aube du 29 avril, alors que l'artillerie continuait de frapper la surface, Hitler et Eva Braun se sont mariés dans une petite salle du bunker. La cérémonie fut brève. Étaient présents un fonctionnaire du parti et quelques témoins. Ensuite, un petit déjeuner simple a eu lieu, sans festivité. Parallèlement, Hitler a dicté 2 documents résumant sa vision finale. Un testament privé, où il réglait des questions personnelles, et un testament politique, où il nommait ses successeurs et répartissait les charges. Dans ce testament, il a désigné Karl Dönitz comme président du Reich et commandant suprême des forces armées. Joseph Goebbels a été nommé chef du gouvernement, bien que dans la pratique, sa marge de manœuvre serait réduite à quelques heures. Göring et Himmler ont été expulsés de toutes leurs fonctions, accusés de trahison. Dönitz se trouvait alors dans le nord de l'Allemagne, dans la région de Plön. Là, il recevait des nouvelles fragmentaires de l'état de la guerre. Lorsqu'il a appris sa nouvelle position, il a compris qu'il héritait d'un pays militairement vaincu et territorialement brisé. Pendant la journée du 29, Hitler a parcouru les pièces du bunker en disant au revoir aux membres de son personnel. À certains, il a serré la main. À d'autres, il a adressé quelques mots de remerciement. Plusieurs témoins se souvenaient d'un homme vieillissant, aux mouvements rigides, mais encore préoccupé par des détails militaires. Il demandait des informations sur des unités qui n'existaient plus sur le terrain. Il attendait toujours des nouvelles de Wenck, de Steiner, ou de toute force susceptible d'alléger la pression sur le centre de Berlin. Ces nouvelles n'arrivèrent pas. Le 30 avril s'est levé avec le siège presque collé au quartier gouvernemental. Les tirs d'artillerie se faisaient entendre très près. À midi, Hitler a déjeuné avec son cercle restreint. Il avait pris la décision définitive. Peu après 15 heures, il s'est retiré dans son bureau avec Eva Braun. Le reste du personnel est resté dans le couloir et dans les salles voisines. Un coup de feu a été entendu. Lorsque les assistants sont entrés, ils ont trouvé Hitler mort avec une balle dans la tête et Eva Braun sans vie par empoisonnement. Suivant les instructions préalables, les corps ont été enveloppés dans des couvertures, transportés dans le jardin de la chancellerie et aspergés d'essence. Un petit groupe d'aide et de garde les a brûlés pendant que les bombardements continuaient. Il n'y a pas eu de cérémonie officielle. Seule la précipitation pour réduire en cendres les restes afin d'empêcher leur exposition par l'ennemi. Les flammes se sont éteintes à moitié parmi les débris et les cratères. Plus tard, les troupes soviétiques localiseraient l'endroit et récupéreraient des fragments pour analyse. À l'intérieur du bunker, le vide du leadership fut immédiat. Goebbels a effectivement pris la direction politique de la ville assiégée. Il a réuni le personnel, confirmé la mort d'Hitler et parlé de continuer la résistance. Cependant, la situation militaire offrait peu d'options, les munitions s'épuisant, l'eau se faisait rare. Le périmètre défensif s'était réduit à quelques pâtés de maison. En quelques heures, le nouveau chef du gouvernement comprit qu'il n'avait pas la capacité réelle d'influencer le cours de la bataille. Dans l'après-midi du 30 avril et le matin du 1er mai, les tentatives de briser le siège se multiplièrent. Des groupes de soldats, de fonctionnaires et de personnel du bunker reçurent l'autorisation de tenter de fuir vers l'ouest. Ils se sont organisés en petites colonnes avec des véhicules peu blindés ou à pied, essayant de profiter de l'obscurité et du chaos. La plupart ont heurté des positions soviétiques à quelques rues de distance. Certains sont morts dans les premières minutes, d'autres ont été capturés dans des cours, des caves ou des intersections. Très peu ont réussi à franchir les lignes et atteindre les zones où des unités organisées combattaient encore. En surface, Goebbels et son épouse Magda prirent leurs propres décisions. La nuit du 30 au 1er, Magda s'occupa de leurs 6 enfants dans les chambres du bunker. D'abord, elle les endormit avec de la morphine. Ensuite, elle leur administra des capsules de cyanure. Les enfants moururent dans leur lit. C'est l'un des actes les plus extrêmes et commentés des derniers jours du régime. Le lendemain, Goebbels et Magda montèrent en surface, se placèrent près d'une entrée latérale et se suicidèrent. Leurs corps furent aspergés de carburant et incendiés, bien que moins soigneusement que ceux d'Hitler et d'Eva Braun. Pendant ce temps, au nord, Dönitz essayait d'agir en tant que chef d'un État qui ne contrôlait plus sa capitale. La radio officielle annonça qu'Hitler était tombé au combat. On évita de parler de suicide.
Dönitz fut présenté comme le nouveau président qui continuerait la lutte contre le bolchevisme. En réalité, sa priorité était autre. Faciliter la reddition aux alliés occidentaux du plus grand nombre possible de troupes et de civils, et retarder au maximum une capitulation face à l'Union soviétique. À Berlin, la mort d'Hitler et de Goebbels ne changea pas immédiatement la situation en surface. Les combats continuèrent les 1er et 2 mai. Cependant, le commandement local commença à évaluer l'utilité de continuer la résistance. Le général Weidling négocia avec les soviétiques les conditions de reddition de la garnison. Le 2 mai, l'ordre de cessez-le-feu fut donné dans la ville. Beaucoup d'unités déposèrent les armes. D'autres continuèrent à combattre encore quelques heures par confusion ou par action de commandants fanatiques. À la fin de la journée, le combat organisé à Berlin était terminé. Sous terre, le bunker resta comme une coquille vide. Les quelques personnes restantes cherchèrent un moyen de fuir ou se rendirent aux forces soviétiques lorsqu'elles occupèrent le complexe. Les salles qui avaient été le théâtre de décisions majeures apparurent remplies de papiers brûlés, de meubles renversés et de restes de la vie quotidienne des derniers jours. La guerre en Europe n'était pas encore terminée, mais la structure de commandement qui avait dirigé le conflit depuis 1939 s'était désintégrée dans ses pièces étroites en quelques heures. Reddition partielle et lutte pour une sortie vers l'Ouest. Après la chute de Berlin, la guerre en Europe ne s'est pas terminée immédiatement. Elle a changé de forme. Le centre politique avait été détruit. Le combat s'est déplacé vers des bureaux improvisés dans le nord et vers des fronts toujours actifs en Italie, dans le nord de l'Allemagne, au Danemark, en Norvège, en Tchécoslovaquie et dans la région baltique. Là, la dernière carte du nouveau chef d'État, Karl Dönitz, a été jouée. Son objectif n'était plus de vaincre, mais de gérer la défaite. Il a tenté de la diriger vers les alliés occidentaux et de l'éloigner autant que possible de l'Union soviétique. Dönitz a établi son quartier général à Plön, puis à Flensburg, près de la frontière danoise. De là, il a formé le gouvernement dit de Flensburg. Il avait des ministres, des réunions de cabinet et des communiqués officiels. En pratique, c'était un gouvernement commandant sur un territoire en désintégration et des forces armées sans capacité de manœuvre stratégique. Pourtant, il disposait de quelque chose d'important. Il contrôlait encore des chaînes de commandement locales, des stations de radio et des restes de la marine et de l'aviation. Avec cela, il a tenté de négocier des redditions partielles. La première grande capitulation était déjà en cours avant même la mort de Hitler. Sur le front italien, le général von Vietinghoff et le chef des SS dans la région, Karl Wolff, avaient entamé des contacts secrets avec les Alliés des mois auparavant. Ces contacts se sont concrétisés dans ce que l'on a appelé l'opération Sunrise. Le 29 avril, la reddition de toutes les forces allemandes en Italie a été signée à Caserte, entrée en vigueur le 2 mai. Près d'1 million de soldats ont déposé les armes dans le nord de l'Italie et l'ouest de l'Autriche. Ce fut un coup énorme pour toute tentative de poursuivre la guerre dans le sud. Dönitz l'a considéré comme un fait accompli, mais il l'a aussi interprété comme un précédent. Si les forces en Italie pouvaient se rendre directement aux alliés occidentaux, peut-être que le même schéma pouvait s'appliquer dans le nord de l'Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas. La priorité est devenue d'ouvrir des corridors de retraite vers l'ouest et, en même temps, de freiner autant que possible l'avancée soviétique. Dans ses ordres au haut commandement, il insistait sur 2 messages. Résister à l'est, se rendre ou se replier vers l'ouest. Ce plan se heurtait à un problème de timing. Les offensives alliées étaient en cours. Dans le nord de l'Allemagne, le maréchal Bernard Montgomery avançait du Rhin vers l'Elbe et la Baltique. Le 4 mai, des représentants allemands ont signé sur la lande de Lunebourg une capitulation devant Montgomery. Elle couvrait les forces allemandes dans le nord-ouest de l'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark. Pour des centaines de milliers de soldats, cette signature signifiait la fin immédiate des combats et le début de la captivité sous contrôle britannique. Pour Dönitz, c'était une étape supplémentaire dans la stratégie de vider de troupes le front occidental avant que les soviétiques n'atteignent la région. Parallèlement, l'évacuation par mer se poursuivait. Depuis les ports de la Baltique, des navires de la Kriegsmarine et des bateaux civils transportaient soldats et réfugiés depuis la Prusse orientale, la Poméranie et la Baltique vers le Schleswig-Holstein, le Danemark et la Norvège. L'opération Hannibal a continué jusqu'au dernier jour avec des navires arrivant surchargés dans des ports où il n'existait plus de structure étatique solide.
Chaque arrivée augmentait la pression sur les autorités locales, incapables de nourrir ou d'héberger autant de nouveaux arrivants. Dans le centre de l'Allemagne, la situation était différente. Là, les armées américaines et britanniques avancèrent vers l'Elbe, mais il existait un accord préalable avec les soviétiques concernant la ligne de contact. Eisenhower ne pensait pas prendre Berlin ni avancer plus à l'est. Dès que les forces atteignaient l'Elbe, elles devaient consolider leur position et s'arrêter. Cela signifiait que des milliers de soldats allemands cherchaient désespérément à traverser la rivière pour se rendre aux alliés occidentaux avant que les soviétiques ne ferment le passage. Des colonnes entières marchèrent vers des ponts et des gués, brandissant des drapeaux blancs ou improvisant des signaux de reddition. Beaucoup y parvenaient. D'autres étaient interceptés par des unités soviétiques avançant depuis l'Est. Pendant que ces redditions partielles avaient lieu sur le terrain, Dönitz tentait de négocier le cadre général. Il envoya son représentant, l'amiral Hans-Georg von Friedeberg, au quartier général d'Eisenhower à Reims. Son idée initiale était de conclure une capitulation limitée au front occidental, laissant le front oriental de côté dans l'espoir de continuer à combattre contre l'Union soviétique et que les Occidentaux acceptent une sorte d'alliance implicite. Eisenhower rejeta cette possibilité. Il précisa qu'il n'accepterait qu'une reddition totale, simultanée et sans condition sur tous les fronts. Face à ce refus, Dönitz envoya le général Alfred Jodl à Reims. Celui-ci tenta de gagner du temps, invoquant des difficultés de communication avec les unités combattant encore à l'Est. Eisenhower répondit par un ultimatum. Si la capitulation n'incluait pas toutes les forces, à partir du 8 mai, les lignes alliées se refermeraient aux Allemands souhaitant se rendre et les bombardements systématiques reprendraient. Le message parvint à Flensbourg. Dönitz comprit que la manœuvre de séparation des fronts n'était plus viable. Il autorisa Jodl à signer la reddition inconditionnelle. Dans la nuit du 7 mai 1945, dans une école de Reims servant de quartier général à Eisenhower, le premier acte de reddition fut signé. Jodl signa au nom du haut commandement allemand. À ses côtés se trouvaient des représentants américains, britanniques, français et soviétiques. Le document stipulait la cessation des hostilités sur tous les fronts à partir de 23h01 le 8 mai, heure d'Europe centrale. Bien que certaines unités aient continué à combattre après cette limite, sur le papier, la guerre en Europe était scellée. Cependant, l'Union soviétique jugea insuffisante la cérémonie de Reims. Staline exigea une signature supplémentaire à Berlin, en présence de son commandement suprême. Une seconde cérémonie fut donc organisée à Karlshorst, dans la capitale détruite. Dans la nuit du 8 au 9 mai, le maréchal Wilhelm Keitel signa un nouveau document de reddition devant Zhukov et des représentants alliés. Pour les Occidentaux, le jour de la victoire en Europe fut fixé au 8 mai. Pour les Soviétiques et leurs alliés, au 9 mai. La différence de date reflétait également des perspectives différentes sur qui avait supporté le principal poids de la guerre sur le continent. Pendant que ces documents étaient signés, des foyers de combat subsistaient encore sur le terrain. En Norvège, plus de 300 000 soldats allemands étaient encore armés. Au Danemark, les forces d'occupation remettaient leur position aux unités britanniques. Dans la Baltique, le groupe d'armées Courlande restait encerclé. En Tchécoslovaquie, les troupes allemandes tentaient de se retirer vers l'ouest alors qu'à Prague éclatait un soulèvement. Dans les Alpes, des unités fortement idéologisées rêvaient de maintenir une résistance prolongée. C'étaient les scénarios qui allaient marquer les derniers tirs, même après la signature à Reims et à Berlin. À Flensbourg, le gouvernement de Dönitz continua à se réunir quelques jours encore. Il émettait des ordres et des communiqués, mais sa marge réelle était minimale. Du point de vue des Alliés, il s'agissait d'une structure provisoire pouvant servir quelques semaines à transmettre des ordres de désarmement et de reddition, puis devant disparaître. Le 23 mai, les troupes britanniques arrêtèrent Dönitz, Jodl, Speer et d'autres membres du cabinet. Le gouvernement dit de Flensbourg fut dissous. Le pouvoir en Allemagne passa officiellement aux autorités d'occupation qui allaient bientôt formaliser cette situation dans la déclaration de Berlin du 5 juin. Les dernières poches de résistance, Prague, Courlande et les Alpes. Lorsque la reddition a été signée à Reims et à Berlin, tous n'ont pas déposé les armes en même temps. Dans la périphérie de l'ancien Reich, de grands groupes de troupes restaient isolés, assiégés ou en retraite. Leur commandement recevait des informations confuses sur la capitulation. Certains voulaient continuer à se battre.
D'autres ne cherchaient qu'une route pour s'échapper vers l'ouest. C'est dans ces contextes que se sont concentrés les derniers jours de combat en Europe. Dans la Baltique, le soi-disant groupe d'armées de Courlande était encerclé depuis des mois. Depuis l'automne 1944, des dizaines de divisions allemandes et des unités lettonnes étaient piégées dans la péninsule de Courlande, dans l'actuelle Lettonie. Les offensives soviétiques avaient coupé leur connexion terrestre avec le reste du front. Depuis lors, ils résistaient sur une étroite bande de territoire appuyée sur les ports de la Baltique et approvisionnés par mer lorsque cela était possible. Cela devint un front presque statique, avec des offensives soviétiques périodiques et des contre-attaques locales allemandes. Le commandement allemand n'a jamais totalement évacué ses forces. Il craignait qu'un retrait ne vide brusquement le front baltique et ne facilite les opérations navales soviétiques. Il comptait également sur ces ports pour maintenir ouverte l'évacuation des réfugiés. En pratique, cela signifiait que lorsque la capitulation générale arriva, les restes d'environ 27 divisions étaient encore présents. Le 8 mai 1945, Dönitz ordonna à son commandant dans la région de déposer les armes. Pour des problèmes de communication, l'ordre arriva avec retard. Le 10 mai, le général Karl Hilpert se rendit finalement au maréchal soviétique Léonid Govorov. Plus de 180 000 soldats furent au fait prisonniers. Le même schéma se répéta à d'autres endroits sur la carte. En Norvège, la guerre avait presque épargné le territoire depuis 1940. Cependant, à la fin du conflit, environ 350 000 soldats allemands y étaient encore présents, organisés dans la 20e armée de montagne. Ils contrôlèrent les ports, les aérodromes et les bases navales. Lorsque la reddition fut annoncée, la crainte existait qu'ils refusent de se rendre et transforment le pays en un foyer de résistance tardive. L'opération alliée reçut le nom de Doomsday. En mai, des unités aéroportées britanniques et des forces norvégiennes entrèrent dans le pays pour superviser la remise des armes et la transition vers le contrôle local. La capitulation fut pacifique. Les troupes allemandes obéirent aux ordres de Dönitz et se laissèrent désarmer. Au Danemark, la situation fut similaire. Les forces allemandes se rendirent le 5 mai. Le lendemain, la nouvelle fut célébrée dans les rues avec des drapeaux et des manifestations spontanées. Pour de nombreux citoyens, la fin de l'occupation signifiait voir disparaître en quelques heures les insignes et symboles du régime des bâtiments publics et des véhicules, tandis que les autorités clandestines sortaient de l'ombre. Au cœur de l'Europe, la zone la plus instable était la Tchécoslovaquie. Là, les forces allemandes tentaient de se retirer vers l'ouest pour se rendre aux Américains et aux Britanniques. À Prague, la capitale, la population vivait depuis des années sous répression, exécution et déportation. Début mai 1945, avec la nouvelle de l'avance soviétique et la chute de Berlin, les groupes de résistance décidèrent de passer à l'action. Le 5 mai éclata un soulèvement. Des barricades furent dressées, des garnisons attaquées et des bâtiments publics occupés. Des radios clandestines appelaient la population à prendre les armes. La réponse allemande fut dure. Des unités de la Wehrmacht et des SS contre-attaquèrent pour maintenir ouvertes les voies de retraite vers l'ouest. Il y eut des combats intenses dans les gares, au croisement d'avenues et dans des quartiers entiers. La résistance attendait l'arrivée rapide des troupes américaines depuis l'ouest. Ces troupes, cependant, avaient l'ordre de s'arrêter à une ligne préalablement convenue et de ne pas avancer jusqu'à Prague. La ville se retrouva prise entre un soulèvement populaire et une garnison qui luttait encore pour fuir. Dans la nuit du 8 au 9 mai, un accord fut conclu entre la résistance et le commandement allemand local. Les unités allemandes seraient autorisées à quitter la ville vers l'ouest, en échange de la remise de leurs armes. De nombreuses colonnes traversèrent Prague à l'aube, poursuivies de près par les avant-gardes soviétiques entrant dans la capitale au lever du jour. Les derniers combats eurent lieu dans des quartiers isolés où des unités des SS refusaient de se rendre ou n'avaient pas reçu l'ordre de cesser le feu. Pour la population tchèque, ces jours furent un mélange de libération, de violence et de règlement de comptes. Un autre lieu où l'on prévoyait une résistance prolongée possible était les Alpes. Depuis 1943 circulait l'idée d'une forteresse alpine, un refuge national où le régime se replierait pour continuer la guerre depuis une position montagneuse difficile à conquérir. La zone imaginée allait du sud de la Bavière à l'ouest de l'Autriche et au nord de l'Italie. Pendant des mois,
La propagande allemande alimenta cette image. Certains rapports de renseignement alliés firent de même, prenant très au sérieux la menace d'un noyau fortement fortifié dans les Alpes. En réalité, ce projet ne se matérialisa jamais comme une défense cohérente. Il y avait des dépôts d'armes, quelques tunnels et refuges, et des unités dispersées. Il manquait une structure solide, des défenses échelonnées, et une logistique pour soutenir un front long. Lorsque les forces américaines progressèrent vers la Bavière et l'Autriche, elles rencontrèrent une résistance dans certaines villes et vallées isolées, mais pas un système de fortification continu. Le mythe de la forteresse alpine se dégonfla rapidement lorsque des divisions entières commencèrent à se rendre dans les villages de montagne et aux passages frontaliers. Dans le sud, en Autriche et dans le nord de l'Italie, certaines formations très idéologisées continuèrent à combattre quelques jours de plus. En Carinthie et en Styrie, des unités de la Wehrmacht et des SS se déplaçaient vers l'ouest, cherchant à se rendre aux Britanniques. Dans le Tyrol, certains commandants rêvaient encore d'une zone de résistance autour de villes comme Innsbruck et Bregenz. Les Alliés avançaient rapidement, conscients que tout retard pouvait coûter la vie à des civils et à des prisonniers encore sous contrôle allemand. En Norvège, au Danemark et aux Pays-Bas, la signature de la capitulation n'élimina pas immédiatement les problèmes. Il y avait de grandes quantités de mines sur les côtes et dans les champs. Il existait des groupes de collaborateurs locaux et des membres des SS qui tentaient de se cacher. Les autorités d'occupation alliées devaient désarmer des centaines de milliers d'hommes, rétablir l'administration civile et, en même temps, s'assurer que la population ne fasse pas justice elle-même de manière massive. Dans la Baltique et en Europe centrale, les derniers combats se prolongèrent jusqu'à la mi-mai. Certaines unités isolées ne reçurent pas à temps la nouvelle de la reddition. D'autres refusèrent de la croire et continuèrent à tirer jusqu'à épuisement des munitions ou jusqu'à être encerclés. Dans la péninsule de Courlande, la collecte des prisonniers s'étendit sur plusieurs jours. En Tchécoslovaquie, certaines colonnes de soldats allemands furent attaquées par des groupes de partisans, même après le cessez-le-feu officiel. Au total, lorsque les armes se turent, il y avait encore des millions de soldats en uniforme sur tout le continent. Une partie était morte dans les derniers jours de combat, surtout dans les villes proches des lignes de contact. Une autre partie tomba prisonnière en masse dans des camps improvisés en Allemagne, Autriche, Italie, Norvège et dans la Baltique. Pour eux, la fin de la guerre signifiait le début d'années de captivité, de travail forcé et de procédures de sélection pour identifier les responsables de crimes. Capitulation totale et premier jour de l'après-guerre. Lorsque les tirs cessèrent en Europe, le silence ne signifiait pas la paix immédiate. Les 8 et 9 mai 1945 marquèrent la fin militaire du conflit, mais le début d'un autre processus. Le pays vaincu cessa d'exister en tant qu'État souverain. L'appareil politique qui avait dirigé la guerre fut dissous par les puissances victorieuses. L'Allemagne devint un territoire occupé et administré par les Alliés. Le 5 juin 1945, les commandants suprêmes des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Union soviétique et de la France signèrent la dite Déclaration de Berlin. Ils y proclamèrent qu'ils assumaient l'autorité suprême sur le territoire allemand. Aucun gouvernement national allemand n'était reconnu. Le pays fut divisé en 4 zones d'occupation. Chaque puissance contrôlerait une zone, avec un conseil commun pour coordonner les décisions générales. Berlin, bien qu'étant dans la zone soviétique, fut également divisé en 4 secteurs. La nouvelle carte se superposa à un paysage dévasté. Des villes comme Berlin, Hambourg, Cologne ou Dresde étaient des champs de ruines. Le réseau ferroviaire était brisé en centaines de points. Ponts détruits, routes criblées de cratères et usines sans toit ni machines opérationnelles. En 1945, la production industrielle allemande était inférieure au tiers des niveaux de 1939. Des millions de personnes étaient privées de logements stables. À cette destruction matérielle s'ajoutait un énorme problème humain. Des millions de déplacés circulaient sur le territoire. Il y avait des réfugiés fuyant la Prusse orientale, la Silésie et la Poméranie. Il y avait des survivants des camps de concentration, libérés mais sans foyer où retourner. Il y avait des travailleurs forcés venus de toute l'Europe qui tentaient maintenant de rentrer dans leur pays. Et il y avait des millions de prisonniers de guerre allemands internés dans des camps en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Union soviétique et dans d'autres zones. Dans les mois qui suivirent,
les Alliés organisèrent des centres pour les personnes déplacées. Leur objectif était d'enregistrer, nourrir et, lorsque c'était possible, rapatrier ceux qui n'étaient pas citoyens allemands. Parmi eux se trouvaient de nombreux Juifs ayant survécu au système des camps et qui ne voulaient pas retourner dans leur lieu d'origine, où leurs familles avaient été exterminées et où l'antisémitisme persistait. Pour eux, ces camps de déplacés devinrent des espaces de transit vers d'autres destinations, principalement la Palestine et l'Amérique. La situation des prisonniers de guerre allemands était différente. La reddition ne signifiait pas une libération rapide. Beaucoup restèrent des années dans des camps de travail, surtout en Union soviétique et en France. Dans la zone britannique, par exemple, des dizaines de milliers de prisonniers furent utilisés pour des travaux agricoles et de reconstruction, même après la fin formelle de la guerre mondiale. La logique était claire. Leur pays avait besoin de main-d'œuvre pour reconstruire les infrastructures, relancer la production et compenser le manque de travailleurs masculins locaux. À l'intérieur de l'Allemagne, les Alliés commencèrent par désarmer et dissoudre les forces armées. L'existence de toute structure militaire nationale fut interdite. Les armes furent confisquées, les dépôts détruits et les ministères liés à l'effort de guerre annulés. Parallèlement, un processus marquant les premières années de l'après-guerre fut entrepris, la dénazification. Son objectif officiel était de retirer de la vie publique les membres du parti et ceux ayant occupé des postes clés dans le régime. En pratique, la dénazification prit des formes différentes selon les zones. Dans la zone américaine, des questionnaires détaillés furent créés, les célèbres formulaires de dénazification, qui classèrent les personnes en 5 catégories selon leur degré d'implication. Dans les zones britanniques et françaises, la priorité fut donnée à l'expulsion de figures éminentes et à la dissolution des organisations nazies. Dans la zone soviétique, le processus se mêla à une transformation politique visant à créer un État socialiste. Dans toutes les zones, le volume des dossiers dépassa rapidement la capacité des tribunaux et des commissions. À la fin des années 1940, une grande partie de cet effort se relâcha et de nombreux anciens membres du parti retrouvèrent des postes de responsabilité. En même temps, on préparait le procès des principaux dirigeants du régime encore vivants. En novembre 1945, commencèrent à Nuremberg les procès contre les dirigeants les plus visibles, responsables de décisions militaires, politiques et criminelles. Ces procès ne faisaient pas partie du quotidien de la population, qui luttait pour obtenir nourriture et carburant, mais ils montraient que la défaite avait aussi une dimension légale et morale. Il ne s'agissait pas seulement de reconstruire des bâtiments et des usines. Il s'agissait de mettre un nom et une responsabilité sur des décisions ayant conduit à la guerre totale et au génocide. Les premiers hivers de l'après-guerre furent particulièrement durs. Le rationnement demeurait. Dans de nombreuses villes, le régime alimentaire moyen était inférieur aux besoins caloriques de base. Le marché noir devint une partie centrale de l'économie réelle. Cigarettes, café, chocolat et autres produits issus des rations alliées servaient de monnaie. Des familles entières se rendaient à la campagne pour échanger vêtements ou meubles contre des pommes de terre et de la farine. La faim et le froid marquèrent les années 1945 et 1946 dans de vastes zones du pays. Face à cette crise, les Alliés débattaient du type d'Allemagne qu'ils voulaient laisser derrière eux. Il existait un courant défendant le démantèlement de l'industrie lourde et la transformation du pays en société essentiellement agricole, incapable de soutenir une nouvelle guerre. Une autre position insistait sur le fait que la reprise européenne dépendait du retour de l'Allemagne à la production d'acier, de charbon et de biens industriels. La peur de l'expansion de l'influence soviétique et de l'instabilité sociale finit par pencher la balance en faveur de la reconstruction économique. En 1945, cependant, ce débat stratégique était à peine perceptible dans la rue. Pour la majorité des habitants de l'Ancien Reich, les 90 derniers jours de guerre se relièrent aux premiers mois de l'après-guerre sans rupture claire. Les ruines restaient debout, les disparus demeuraient sans réponse. Des millions de personnes cherchaient à retrouver des proches, à retourner dans leur lieu d'origine ou à commencer une nouvelle vie dans une autre ville ou un autre pays. La guerre avait officiellement pris fin. Ses effets resteraient visibles pendant des décennies sur la carte politique de l'Europe, dans la mémoire des survivants et dans la manière dont le monde envisagerait désormais tout conflit menaçant de devenir total.